Notre invité qui nous raconte la Chine, il était une fois la Chine, c'est le titre de son ouvrage, 4500 ans d'histoire. L'auteur José Frêche est à notre côté. Intarissable José lorsqu'il il s'agit de raconter l'histoire de la Chine. Alors, votre parcours, et dites-moi s'il y a des erreurs, hein, n'hésitez pas à me couper la parole. Monsieur José Frêche a vu le jour dans les Landes, mais a grandi hors de France selon les affectations de son papa qui est professeur d'université. Vous avez vécu tour à tour à Sao Paulo, à Rome, à Lisbonne. Vous dites avoir découvert avec passion la Chine à travers Tintin et le Lotus bleu. Exact. Oui. C'est exact. Oui. C'est pourquoi, petit garçon, eh bien, vous avez déjà eu cet intérêt. Le bac en poche, vous vous installez à Aix-en-Provence. Vous vous lancez parallèlement dans des études de sciences politiques et d'histoire de l'art. À 20 ans, vous êtes reçu premier au concours de conservateur de musée, section Chine. Et là, vous entrez au musée Guimet. Oui, j'avais fait également du chinois à Aix-en-Provence. Donc j'avais appris le chinois auprès d'un très grand sinologue qui est Léon van der Merch, grand spécialiste du légisme, hein, qui est une des grandes philosophies pré-confucéennes. Justement, légisme, c'est la loi, hein, donc c'est le code des peines et des récompenses, donc qui revient toujours à cette idée de l'ordre, de oui. faire régner l'ordre, donc le légisme. Et donc, Léon van der Merch venait de créer la section de chinois à la faculté des lettres d'Aix-en-Provence quand je me suis inscrit. D'accord. Et Mais donc, là, j'ai eu beaucoup de chance. Vous avez 20 ans. Ça était après mon bac, donc j'avais moins de 20 ans. Moins de 20 ans. Je devais avoir j'avais 17 ans lorsque j'ai Et nous sommes à quelle époque là? Et nous sommes en 1967. D'accord, donc là, vous avez vécu cette période trouble en France, déjà avec un pied dans la culture chinoise. Oui, et puis c'était l'époque de la révolution culturelle en Chine. Hein. Oui. Donc c'était l'époque où il y avait des maoïstes, il y avait des gens qui étaient contre Mao, qui étaient des marxistes, parce que c'était la guerre entre Mao et Moscou à l'époque. Il y avait des situationnistes, enfin bon. Donc on était comme ça dans une espèce de grande ébullition. On ne savait pas trop ce qui se passait en Chine d'ailleurs, parce que c'était quand même un pays extrêmement fermé à l'époque. Honnêtement, non. Mais Mao était devenu une star. Mao était devenu une star et la France avait reconnu diplomatiquement par le général de Gaulle. La Chine, par le général de Gaulle. Et donc, nous avions déjà là-bas une représentation diplomatique, des ambassadeurs, etc. Mais bon, à l'époque, les diplomates ne pouvaient pas sortir pratiquement de leur ambassade. On ne circulait dans les rues qu'avec un interprète. Enfin, il y avait une grande surveillance des étrangers. Vous avez votre premier voyage en Chine? Moi, c'était en 1972. D'accord. Et je me suis rendu via Hong Kong, en fait. Et je dois dire, c'était un pays encore extrêmement fermé. Bon, les gens étaient tristes, il n'y avait pas de voiture, beaucoup de vélos, les gens étaient tous habillés pareil, ils avaient embouteillage de vélo, moi c'est ce qu'on m'a raconté dans les de vélo, il fallait pas, les gens ne vous adressaient pas la parole parce qu'ils avaient peur, etc. Donc c'était la Chine sortait de la révolution culturelle. Hein. Puis il y avait Mais 1972, cher monsieur, c'est bien à cette période que M. Pompidou a conclu finalement le travail qu'avait commencé le général de Gaulle. Ah oui, bien sûr. Ça, hein. Non, mais il y avait déjà des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Hein, et d'ailleurs, c'était l'époque où Nixon commençait à envoyer des pongistes en Chine parce qu'il se rendait compte que c'était pas possible de considérer que Taïwan était la Chine. Enfin n'importe quel esprit éclairé quand tu regardes une carte, c'est pas possible qu'un timbre-poste puisse représenter. Oui, et puis surtout l'histoire, hein, c'est-à-dire que Chiang Kai-shek, ceux qui avaient perdu, qui sont partis se réfugier à Taïwan et que ensuite l'Occident considère comme la Chine, alors qu'il y a tout le continent avec des centaines de millions de personnes qui sont là et un leader qui est Mao et un parti communiste, c'est clair que la légitimité, elle était sur le continent et pas à Taïwan, c'est évident. Hein. Alors ce premier voyage en Chine, vous vous souvenez de vos premières émotions? Parce que j'imagine, vous êtes étudiant, ça y est, vous avez eu vos premières récompenses, vous êtes lancé dans l'apprentissage du chinois. Oui, disons que mes premières émotions, en fait, je les ai eues à Hong Kong. D'accord. À Hong Kong, qui était quand même, je pense, plus représentatif de la Chine au niveau du commerce, au niveau
de l'ambiance, de ce qu'était la Chine éternelle, si j'ose dire, avec une joie de vivre, avec des restaurants, avec la fête, le goût de la rigolade, les pétards, etc., la musique. Bon, donc c'est plutôt là que je l'ai trouvé. Et par rapport à ça, l'incursion en Chine continentale m'a fait de la peine, parce que je me suis dit, mais au fond, ils sont pas bien, là. Où elle est, la Chine, c'était où est la Chine que j'ai de chape de plomb, Bon, c'est clair, Bon, je pense que c'était un passage obligé, je pense que si c'était comme ça, c'est pas par hasard, que c'était comme ça. Il fallait remettre les choses au carré. Bon, il y avait le Parti communiste, il y avait encore une façon de considérer que tout ce qui était le passé était à jeter à la poubelle de la part de certains maoïstes, même si Mao a écrit « Le passé doit servir le présent ». Bon. Donc il fallait comme ça faire table rase du passé, du passé féodal, etc. D'ailleurs, les dirigeants de la Chine de l'époque, Mao, etc., ne se rendant pas compte finalement qu'eux-mêmes ne faisait que chausser les bottes des empereurs, en mettant, parce qu'il y avait ce système pyramidal, etc. Mais si vous voulez, je pense qu'ils ne l'admettaient pas. Au fond, je pense qu'ils le savait, puisque Mao était un intellectuel, un très bon calligraphe d'ailleurs. Et donc qui connaissait, qu'un poète, qui avait lu les grands poètes chinois, qui avait bien entendu étudié les textes Confucius, le légisme, etc. Mais il était de bon ton de dire tout ça, c'est le rebut du passé, on va mettre ça à la poubelle, etc. Bon, néanmoins, en reprenant quand même la structure pyramidale qui était en cours depuis des millénaires, et sachant que là, il y avait donc une volonté de ne pas voir, de plutôt dire, ben non, tout ce qui est le passé, on le fiche par terre. Bon. Et ensuite, énorme erreur pendant la révolution culturelle que Mao a lancée pour éviter de se faire éjecter. Donc, il a pris la tête d'un mouvement dont il n'était pas à l'initiative. Et là, il y a eu beaucoup de dégâts qui ont été faits, parce qu'il y a quand même les professeurs d'université les plus brillants qui ont été envoyés balayer. C'est ça, il a vidé le pays de ses matières grises. Le père de l'actuel dirigeant, Xi Jinping, a été envoyé à la campagne. Bon, il y a des gens qui auraient pu avoir le prix Nobel qu'on a sorti de leur laboratoire. Et, donc, il y a eu toute une génération. Deng Xiaoping lui-même, a été mis, bien entendu, s'est mis... mais enfin, bon, il est passé entre les gouttes. Bon. Oui. Voilà. Il a quand même eu une période assez punitive. Ah, bien sûr. Oui, tout à fait. Une période punitive. Et donc, je pense que Deng Xiaoping, qui était vraiment un homme extrêmement fin, extrêmement intelligent, plus intelligent, je pense, que Mao Tse-tung, peut-être moins combatif, moins... On dit de lui que c'était un passionné de chiffres, d'économie, oui. Et donc, lui, calcul. Si vous voulez, lui n'a pas renié le passé. Lui, il s'est dit, comment est-ce que je peux faire pour permettre à mon pays de redevenir ce qu'il a toujours été. Vous voyez, c'est plutôt ça. Bon. Et donc, il l'a fait de manière extrêmement brillante, parce qu'avec quelques mots d'ordre qui ont été parfaitement perçus par la population. Et donc, à l'époque, je me souviens, en Occident, on disait « mais c'est impossible, il ne peut pas à la fois instituer une économie de marché d'un côté et garder un système politique non démocratique ». On disait « démocratie, économie de marché, ça va ensemble ». Sur le papier, c'est vrai que c'était... Ça ne peut pas... En fait, non, ça ne va pas ensemble du tout. Il y a l'économie de marché d'un côté et la démocratie de l'autre. Enfin, la démocratie au sens où nous l'entendons, nous, en Occident. Bon. Et donc, lui, il a réussi à garder le système politique tel qu'il était et à ouvrir l'économie de marché. Et c'est vrai qu'à un moment donné, la Chine est devenue un pays presque encore plus capitaliste que les pays capitalistes. Maintenant, bon, c'est un peu différent parce qu'ils ont commencé à réguler, etc. Mais à une époque, je me souviens, une dizaine d'années, c'était une espèce pour les hommes d'affaires chinois, c'était un Eldorado. C'était comme les États-Unis dans les années 30. On pouvait faire ce qu'on voulait à partir du moment où on gagnait de l'argent. Et je dirais d'ailleurs qu'il y a eu également des phénomènes
d'excès qui se sont développés, notamment des phénomènes de corruption. Oui. D'où, après, effectivement, dans l'actualité, cette chasse à la corruption. Voilà, pour retrouver l'équilibre. qui est menée actuellement par l'actuel dirigeant de la Chine. Et alors, ensuite, vous avez eu un parcours politique tout à fait intéressant et impactant dans la vie de notre pays, puisque Jacques Chirac vous appelle à la direction adjointe de la communication de la ville de Paris. J'ai été, disons, j'ai fait partie des collaborateurs de Chirac jusqu'en 1986. D'accord. Jusqu'à ce qu'il ait été Premier ministre. Et est-ce qu'à son oreille, vous étiez aussi son conseiller pour l'éclairer sur les questions chinoises ? Disons que la première fois que j'ai rencontré Chirac dans son bureau à l'Hôtel de Ville, en fait, je l'avais rencontré parce que nous appartenons au même corps, de la Cour des comptes. Moi, j'avais fait l'ENA et j'étais sorti à la Cour des comptes, et Chirac aussi. D'accord. Sorti à la Cour des comptes. Et quand je rentre dans son bureau, j'ai vu sur la table devant la cheminée, il y avait un livre sur l'art chinois ancien. Un livre très connu sur l'art chinois ancien, et je lui ai dit, ah bon, mais vous vous intéressez à la Chine? Et je lui ai dit, vous savez, moi j'ai été au musée Guimet, j'ai fait des Chinois, etc. Ah là là, alors là ça a été, effectivement, il ne le savait pas, donc, et moi je ne savais pas que Chirac était passionné par l'Asie, parce qu'à l'époque Chirac, si je vous parle de 1982, c'était plutôt la cavalerie, l'anti-intellectuel, l'homme de droite qui n'avait pas une idée, qui n'avait pas de culture, etc. Alors en fait, c'est un homme qui cache son jeu, qui cachait bien son jeu, et qui a toujours été intéressé par à la fois ce qui est russe, parce qu'il avait appris le russe, il m'a dit, et par le Japon, où il a fait je ne sais pas combien de voyages, et la Chine, qui l'a passionné. Je pense que d'ailleurs, il me semble que son dernier grand voyage à l'étranger, avant qu'il quitte le pouvoir, a été en Chine. Et on lui a montré d'ailleurs des fouilles archéologiques qu'on n'avait jamais montrées à personne pour faire honneur à Chirac, les dirigeants chinois. Oui. J'ignorais ça. Mais en quelque sorte, vous êtes en train de nous expliquer que ce qui vous a rapproché un moment, humainement parlant, c'est la Chine. En tout cas, la Chine et surtout le goût pour les civilisations étrangères, pour les mondes étrangers aux nôtres, qui est quelque chose que Chirac a vraiment. D'accord. Alors, je voulais juste terminer ma petite phrase. C'est vous, on vous doit la Vidéothèque de Paris. Je l'ignorais, je l'ai appris en rédigeant votre biographie. Là aussi, c'est Chirac qui m'a demandé de créer la Vidéothèque de Paris. D'accord, c'est une de ses initiatives. Voilà. Et puis, vous êtes aussi un homme de médias. Vous avez beaucoup travaillé à Canal+. Oui. Et vous avez pris la tête du groupe de presse Midi Libre. Oui. J'ai navigué pas mal, comme on dit, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai eu la chance de toucher à beaucoup de secteurs, mais j'ai toujours eu le fil rouge, c'est quand même la Chine, et c'est Et la plume. Et la plume, et justement essayer de raconter la Chine à mes contemporains, faire comprendre la Chine, et si possible aussi faire aimer le peuple chinois, qui est un peuple, je trouve, très aimable. Très aimable. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? Ça sera notre conclusion. Un peuple très aimable. Très aimable parce que c'est un peu le peuple méditerranéen de l'Asie. Voyez. Alors, c'est vrai qu'ils font du bruit. Quand 20 Chinois rentrent dans un restaurant, ça se remarque. Et ça se remarque. Ça se remarque. Mais je veux dire, nous autres Français, on a un côté méditerranéen aussi. Oui, tout à fait. Et puis, moi, je vous dis, je suis quand même admiratif de voir la façon dont ils vivent, si nombreux, sans contents de leur sort, oui, c'est vrai, oui. Avec l'espoir d'un lendemain meilleur. Toujours. Il y a une espèce d'optimisme. Un optimisme, un sens de la fête, qui parfois peut être considéré comme excessif, mais en tout cas, il vaut mieux avoir le sens de la fête excessif plutôt que rien du tout. Bon. Une joie de vivre qui, je trouve, est tout à fait fascinante quand on voit quand même les conditions de vie. C'est pas toujours facile. Ils sont des gens qui travaillent très dur. Oui, tout le monde n'est pas sorti du fameux seuil de pauvreté. Ah ben non, et puis ceux qui en sont sortis sont obligés de beaucoup dans de faire des heures et des heures de transport pour les travailler. Dans les entreprises, les conditions sont souvent très dures. Donc c'est pas si simple. Et néanmoins, je trouve qu'ils se débrouillent bien et
ils ont le sens de prendre les bonnes choses quand elles viennent. Voyez ? Ce qui est aussi un point commun avec les latins. Absolument. Oui. Et donc, on est heureux aujourd'hui à l'instant. On verra bien de quoi demain sera fait. Mais en tout cas, en attendant, on se régale de l'instant et on en profite. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Monsieur José Frêche, pour votre venue et puis pour cet ouvrage. Il était une fois la Chine, 4500 ans d'histoire. C'est un ouvrage qu'on peut mettre entre toutes les mains, à moins que vous me disiez le contraire. C'est-à-dire que je pense, moi, à nos enfants, à partir de 12-13 ans, où les cours d'histoire en France ont évolué, certes vis-à-vis de la Chine, mais sont encore assez légers. J'ai pu m'en rendre compte, moi, dans mon quotidien ici. Et puis ça s'est destiné évidemment à un public adulte. Et comme vous le disiez en début d'interview, également aux hommes d'affaires ou à ceux qui ont envie d'entretenir un lien avec la Chine, quel qu'il soit, de comprendre cette histoire. Et là, vous avez un ouvrage qui vous permet de comprendre cette histoire assez rapidement. Et je vous dis encore une fois, une lecture tout à fait agréable et une mise en page, cher monsieur, tout à fait remarquable. Voilà, ça sera le mot de la fin. Monsieur José Frêche, merci beaucoup. Merci à vous. Portez-vous bien. Et puis, avec un petit peu d'avance, bonne année du cochon de terre. Oui, absolument. Merci.